Bonjour, je m'appelle Néry Duchesne, je suis copropriétaire de HXN Media, une compagnie de vidéoproduction. Aujourd'hui, vous écoutez mon podcast que j'ai fait avec Coffee Queen Taina. Ça a été super, c'était super cool le podcast. Je l'ai fait dans ses bureaux, donc ça bougeait un peu, c'était en journée. Vous allez voir, peut-être qu'il y a des gens passés. Si vous l'écoutez en audio, vous allez peut-être entendre des fois des portes ouvrir. Tout est sous contrôle, tout était parfait. Donc aujourd'hui avec le podcast avec Taina, on a parlé de pourquoi elle a commencé dans le milieu du café. C'est drôle de compétitionner contre des grosses brands comme ça. Elle a un nouveau projet, elle va vendre du café pour les particuliers, mais tout son concept est super nice. On a parlé aussi de ses journées, ça ressemble à quoi. On a parlé du rôle des mentors dans un parcours entrepreneurial. On a parlé de son passage à l'œil du dragon. Bref, on a parlé de plein de sujets vraiment intéressants. Je vous laisse avec ce podcast-ci. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez contacter HXN pour des vidéos de compagnie, toutes les informations vont être dans la description. Et sinon, j'ai juste à vous souhaiter bon podcast. Ça faisait 3 ans que tu avais fait, non. Mais ça fait fucking longtemps. Ça allait en 2014 ou en 2015. Oh shit, ok. Ok, ça, je vais t'en parler tantôt. C'est un gros de mes sujets. Mais avant, j'ai fait des recherches sur toi, J'ai checké ton site web, mais l'affaire que j'avais de la difficulté à comprendre, c'est au début, dans ton pitch de du dragon, vous louez des machines à des commerces. Mais là, je vois ici que vous avez genre plein de sacs de café. Fait que là, maintenant, vous vendez du café à des particuliers. Explique-moi un peu tout ça, là, comment ça fonctionne. C'est bien compliqué, en ce cas-là. C'est super simple. Faut commencer par le commencement. Ouais. Quand je suis allée à l'émission L'œil du dragon il y a 8 ans, j'avais des petites machines qui avaient une valeur d'environ 300$, 350$. On prêtait ça gratuitement à des petits bureaux qui faisaient 5 à 10 personnes. C'était cool. Sauf que, s'occuper d'un client qui fait 10 cafés par jour, c'est la même énergie que s'occuper d'un client qui en fait 1 par jour, puis c'est la même énergie que s'occuper d'un client qui en fait 150 par jour. OK. Fait que l'objectif après les dragons, moi, c'était d'aller chercher des clients qui faisaient plus de volume. Ouais. Pour faire plus de volume, il faut du meilleur équipement. Ouais. Pour faire du meilleur équipement, il faut que ça coûte pas mal plus cher. C'est à peu près 10 000$. OK. D'ailleurs, vous ne la voyez pas, mais ici, il y a par exemple une de nos machines au commercial. Ça, c'est une des machines que vous mettez dans des commerces. Oui, dans les bureaux, dans les restaurants également. Puis là, mais c'est cool, moi, je peux le dire, c'est officiel parce qu'on a finalement terminé, un contrat dans tous les premières moissons. Wow! Fait que c'est moi, mon équipe, qu'on va prendre le relais de tous les premières moissons au grand complet, équipement, service et café aussi, avec une nouveauté qui n'est même pas sur le marché encore. J'ai tellement hâte d'en parler, je capote. Bref, d'ici avril, là, toutes les succurales devraient être installées. Puis il y en a combien, les succursales? Il y en a 18. Wow, quand même! Oui, ben oui. Puis c'est Métro qui a acheté Première Moisson, qui a concrétisé 100% de la prise de contrôle cette année. Fait que techniquement parlant, c'est un énorme contrat. C'est un des plus gros dans la province. C'est une des plus grandes chaînes. Puis pour le café, écoute, boulangerie, pâtisserie, il n'y a rien qui va mieux avec ça que pour le café. Donc, on est assez optimiste avec ça. Très nice. Pour ne pas perdre le fil, là, je sais que je m'éparpille un petit peu. Si je m'éparpille trop, tu me ramènes, OK? Parfait, moi, je suis là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, mon partner, donc qui est aussi l'endroit où est-ce qu'on est en ce moment. Je cherchais des plus grosses machines pour faire du plus gros volume. Et c'est là que je suis tombée, sur une compagnie qui s'appelle Dr. Bean, qui est aujourd'hui mon partenaire d'affaires. C'est ça, le truck tagué. Exactement. Cool. Puis je vais te faire le petit suivi de l'histoire après, parce que ça a rapport au COVID, puis bref. OK, je comprends. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé l'équipement puis le service technique qui pouvait vraiment me permettre de faire des gros contrats, je me suis concentrée sur des gros contrats. Météo Média, Broccolini Construction, on a toutes les machines de la cafétéria de Polytechnique, c'est nous autres, par exemple. HEC Montréal, on en a aussi là-dedans. Fait qu'on s'est vraiment concentré dans le gros commercial. OK. Donc, quand COVID est arrivé, j'ai tout perdu ma business, j'ai tout perdu mon volume au grand complet. Puis moi, mon café il est sous forme de dosette biodégradable qui va juste dans mes machines. OK. Tu ne peux pas mettre ça ailleurs dans d'autres machines? Non, tu ne peux pas le mettre dans d'autres machines. Fait que si tu n'as pas ma machine, tu ne peux pas voir mon café. Les gens qui ont mes machines, c'est juste du commercial. Tout le commercial est fermé. Fait que là, vraiment zéro. Tu ne peux plus rien vendre. Là. Tout le monde est fermé. Les bureaux, il y avait 50 personnes, ils sont rendus 3. Fait que ça sort au compte-gouttes. On n'est même pas à 15% de notre volume. OK. Fait que ça, ça a été, je ne vais pas dire tragique, là, parce que je suis là, mais tu sais, c'est super plate. Fait que pour pallier à ça, il fallait que j'ai quelque chose à vendre aux gens à la maison. Et quand j'ai commencé à penser à qu'est-ce que je pouvais faire, j'ai commencé à mettre, une petite marque que j'ai lancée qui s'appelait Coffee Queen, que j'ai mis en ligne en 24 heures. OK. Fait que moi, j'avais jamais fait d'e-com, j'avais jamais rien vendu en ligne. J'ai appelé une couple de partenaires, j'ai trouvé un torréfacteur, pas trouvé, j'ai un torréfacteur ici avec qui j'avais des bonnes relations.
En 24 heures, on a fait un blend, fait un sac, fait une étiquette. C'était lettre, là. C'était lettre, là. Mais Coffee Queen, c'est ton nom Instagram. Oui, c'est ça. C'était déjà ton personal brand. Exact. Fait que je me suis dit, je vais lancer un café avec mon personal brand. OK. Puis là, on l'a foutu en ligne. On en a vendu en tabarouette des sacs de café. C'était vraiment le fun. Oh shit. Sauf que c'était pas un brand qui m'excitait personnellement. OK. Tu sais, c'est mon brand personnel. Je me dis, je mets plein d'argent pour rendre ce brand-là plus cool ou je fais quelque chose qui va perdurer dans le temps puis qui va être vraiment malade mental. Puis ça tombait même parce que, Laurent, qui est Dr. Bean, lui aussi, fait que du commercial. Fait que lui aussi, la très grande majorité de ses clients sont fermés. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, Guillaume, bro, on fait ça ensemble. Fait qu'on a décidé de lancer un brand de café ensemble qui pourrait s'utiliser pour la maison, le bureau, le commercial, le résidentiel. Ouais. Donc, c'est tellement nice. Oui, mais on s'est dit, tant qu'à faire quelque chose, on va faire quelque chose de nice, quelque chose de drôle, quelque chose de le fun, parce que là, tout est mort. Si on ne s'amuse pas, on n'aura pas assez de jus pour le faire. Ouais. C'est là qu'on a lancé Caffeine Pushers. Because coffee is one hell of a drug. Oh, shit! Mais ça, c'est nice. Là, j'ai vu tout le marketing avec genre le pusher, puis genre le weed, puis tout comme relié à ça. C'est fucking nice. C'est fucking nice! Je vais te montrer mon sac de café. Parce que en plus, là... Tu peux le montrer à cette caméra-là si tu veux. Regardez-moi ça, comment c'est hot. Wow! Nous, on trippe parce que, il défie tous les codes visuels du café. Mauve et rouge, c'est pas des couleurs qui sont associées au café. OK? Il défie les codes aussi parce que on est dans le franglais. Caffeine Pushers. Ouais. Super blind. C'est très Montréal un peu, là. Ouais. C'est pas du bonjour hi, mais c'est du street slang. Puis on a décidé qu'on allait rentrer dans le marché on n'est pas torréfacteurs, on n'est pas des micro-torréfacteurs. Ouais. On veut faire de la masse, mais on veut que les gens plus jeunes, les gens de notre âge à nous, à qui ça parle pas, là, Vanout, là, tu vois, tout le monde va pas s'exciter sur un sac brun Vanout, là. OK? Come on. Donc, on voulait faire quelque chose qui allait rendre le monde comme nous, un peu, genre millennials with anxiety. Hein? Tu sais, quelqu'un qui est dans son ordinateur, là, puis qui est comme, per my last email, sipping some coffee, qui allait trouver ça cool, puis qui allait embarquer dans l'univers qu'on allait leur proposer. Sur chaque sac de café, il y a une playlist. Fait que tu sors ton sel, puis tu scannes l'étiquette du sac. Ça t'amène à une playlist qui a été curated spécifiquement pour le blend que tu es en train de boire. Oh shit, c'est tellement sick. Fait que tu te lèves le matin, tu scannes ton truc, puis là, ça, c'est Brown Sugar. Puis la première tune, c'est Brown Sugar. C'est une playlist genre rock oldies. C'est fucking sick. Il y a Flor de Caña qui est un décaf. Il faut jamais sous-estimer le décaf. J'ai vu ton post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps à propos de ça. Dude, le décaf, là, c'est le THC. De la caféine. Fait que quand tu te dis, là, du décaf, le décaf tout le temps pas très bon. Nous, on a fait ça coche. Mais en même temps, pense-y, là. Quand est-ce que tu aurais envie de boire un café puis tu le fais pas? Le soir. Ouais, c'est vrai. Quand t'es enceinte. Les gens, souvent, ils disent genre, un petit café après souper? Non, je veux dormir. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Ben là, imagine, tu peux satisfaire ton envie de petit café après le souper puis dormir pareil pour être dans ton Zoom à 9 h dans le matin. C'est génial! Puis cette playlist-là, c'est une playlist latine parce que le café, c'est un 100% colombien. Fait que ça commence par exemple avec la tune de Narcos. Là, après ça, on a Joey Cool, Do You Feel It? Fait que là, on est dans le groove salsa, jazzy. Fait que c'est vraiment... il y a un lien entre le grain, le profil de goût, l'idée qu'on a eue derrière, la façon dont on peut le boire, la playlist, puis on laisse la musique dire toutes les choses qui sont pas politically correct par rapport à l'univers dans lequel on se trouve. Ah, OK, je comprends. Fait que c'est un peu ça notre twist. Tellement sick. Puis là, ça, exemple, vous compétitionnez avec qui quand vous mettez ça sur... Est-ce qu'ils sont dans les métros, sont-ils dans les Super C, sont-ils dans les grosses? C'est ça, je me disais. Ça va être pas mal ça un peu notre target. Vu qu'on n'est pas des micro-torréfacteurs, vu que notre storytelling n'est pas relié, par exemple, à l'origine de chaque grain par rapport à l'histoire du cultivateur, parce que c'est génial, mais il y en a déjà tellement la majorité, c'est ça. Nous, on veut rentrer dans genre à la nôtre. Là. OK. On veut être le nouveau brand d'épicerie, le nouveau brand aussi qui va se retrouver dans les coffee shops, qui sont vraiment cool parce que le grain de café, les blends qu'on propose sont hyper recherchés. Okay. C'est mon partenaire, ça fait 30 ans qu'il est dans le café, OK, ce monsieur-là. Lui, il est spécialiste de la dose. Calibrer ton équipement selon le café que tu as pour avoir la tasse parfaite. Fait que nous, dans un coffee shop, on peut s'occuper de l'équipement, on peut s'occuper de la formation, on peut s'occuper de la calibration de cet équipement-là, du suivi de maintenance, pour que le café que tu sers soit tout le temps parfait. Fait que quand tu as tout le kit, ben ces coffee shops-là, ils deviennent un peu comme nos pushers. Ouais, c'est ça. Tu vas aller chercher ta dose là-bas pour chez vous ou le prendre sur place.
C'est tellement nice. C'est quand même cool. Là, on en a un premier, puis on a fait une vidéo super dark, là, où est-ce qu'on va livrer des caisses louches, puis là, il y a un gars qui vient. C'est un coffee shop dans Schlag, puis ça fit avec le narratif. C'est tellement nice. C'est pas désagréable. Fait que c'est ça le pivot, en fait, c'est de 100% commercial en Dinapoli, en super corporatif, un petit brand noir avec un logo gold, puis super liché, puis Italian brand, puis c'est super comme corpo, c'est beau. À un brand qui détonne, qui se démarque, mais derrière, qui est pas juste une coquille vide, c'est pas juste un beau sac mauve, c'est pas juste un branding le fun, c'est pas juste une gimmick de musique. Il y a une substance dans le sac, parce que les roses qu'on a faites sont hyper recherchées avec le torréfacteur, puis Laurent, il a passé 6 mois à développer l'ensemble de nos blends. Mais le service qu'il y a avec aussi, puis l'expertise pour les machines maison, pour tous les accessoires, on a tout ça. C'est tellement nice. Fait que c'est comme notre... Puis est-ce que vos services de restauration, tout ça, est-ce que vous allez les continuer on met les machines, puis en même temps, on a du nouveau café? C'est exactement ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir cater le service en 360. Puis pas juste comme, on va te vendre la machine, puis achète le café ailleurs. C'est cool, c'est juste que t'as de meilleurs prix. 2, t'as de meilleure expertise. 3, nous, notre objectif, c'est aussi d'avoir tout le côté social media, branding, vidéo, marketing. Moi, là, quand t'es mon coffee shop, là, genre, mon but dans la vie, c'est que tout le monde aille chez vous chercher du café, puis qu'ils soient complètement accros, puis qu'à tous les jours, ils vont chercher un latte chez toi, puis qu'ils repartent avec un sac de café pour la maison parce qu'ils trippent, puis qu'ils connaissent leur barista, puis qu'ils embarquent là-dedans, puis qu'ils interagissent avec nous. Le gros lifestyle, faire de la pub sur Waze pour nos clients. Tu peux boire café une pusheuse ici, tu peux boire café une pusheuse là-bas. D'ailleurs, en ce moment, ça, c'est cool parce que, pour communiquer là, avec ton pusher, qu'est-ce que tu fais? Je vais te le dire, j'ai jamais fumé de pot de ma vie puis je bois pas de café. Fait que je suis tellement nul, justement à l'opposé de qu'est-ce que tu parles. Les fumeurs de potes, là, ils ont l'habitude de te texter leur pusher. OK. Yo, tu fais ça ou quoi? T'es dans quel coin? Tu comprends? Fait que là, t'engages une genre de conversation avec ton pusher. Puis là, il te répond souvent avec un menu. OK. Genre, je sais pas, alien washing glue, I don't know. Tu sais, comme c'est pourtant des noms vraiment drôles, là, les affaires de potes. C'est vraiment très spécial. Puis il y a plein d'emojis. Fait que là, nous, on s'est dit, imagine, nous, on est vrais pushers. Ta drogue, c'est le café. Imagine, ça fait commander par texto. Puis là, tu as ta texto avec plateforme. Fait qu'on on a créé une plateforme de gestion de commandes par texto. C'est tellement sick. Fait que là, tu peux jaser avec un pusher. Puis si tu textes, dépendamment du mot que tu textes, ben t'as pas les mêmes réponses. Fait que par exemple, si tu textes MTL au numéro, tu as la liste de où tu peux aller chercher du café dans les coffee shops qui sont là. C'est nice. Si tu textes Drip, là, tu as le menu, puis tu peux commander directement, puis ça t'envoie un lien pour le checkout, qui est comme un lien d'un autre site par rapport, parce qu'évidemment, si tu vends de la drogue, ton nom est pas partout. Fait que, tu sais, comme, c'est tout, on rentre dans l'univers puis l'expérience underground. Puis on veut vraiment se démarquer avec ça, puis je pense que les baby movers trip, parce qu'eux, ils ont eu des jeunesses leur année, ils se sentent bien là-dedans. Les millennials with anxiety, comme nous autres, on se reconnaît à fond là-dedans. Puis aussi toute la nouvelle génération de jeunes universitaires cégepiens qui, on se le cachera pas, boivent du café en tabarnak, mais il y a personne qui leur parle à ces gens-là. Ben, nous autres, on va leur parler. C'est tellement nice. C'est tellement nice que tu aies tout pensé derrière. Mais tu sais, que ça soit, comme tu as dit, c'est pas juste un branding. Non. Genre, on a changé les couleurs. C'est pas juste ça. C'est qu'il y a tellement de trucs en arrière. C'est ça. C'est pas juste un beau sac de café. Mais là t'as tout expliqué ça, mais là, je veux qu'on vienne en arrière. C'est bien correct, là. C'est ça que je voulais savoir en premier lieu. Cool. Puis après ça, maintenant, là, je veux savoir d'où c'est que ça part, mais since day one, là. Genre, quand tu étais plus jeune, là, est-ce que tu voulais déjà faire ça? Est-ce que tu disais, moi, je veux une entreprise, ou c'était zéro ça? Moi, j'ai fait marketing. Moi, je me voyais travailler dans une agence. OK. Je me voyais travailler en agence ou pour des grandes compagnies, puis gérer des campagnes de pub, puis faire en fait ce que je suis en train de faire avec Café Une Pocheuse. Chose que j'ai jamais vraiment fait avec Dinapoli parce que c'était du corpo. Bref, j'avais pas la même vision de ça, puis j'avais beaucoup de limitations au niveau du brand à cause de mes fournisseurs, ça whatever. C'est vraiment excitant parce que j'ai toujours voulu travailler en agence, toujours fait, j'ai fait mon bac en marketing, j'ai fait un bac trilingue à HEC en marketing. Là, les langues, là, c'est notre affaire qu'il faut. Mais ça, c'est à 2. OK, mais ça, c'est à 2. Puis à partir de ce moment-là, je me suis toujours imaginée comme ça. Puis en réalité, quand j'ai terminé, juste avant de finir l'université, j'ai été introduite à ce système de potes biodégradables. Ça m'a juste obsédée.
Fait que là, j'ai fait comme, je viens de faire un bac en marketing affaires internationales. Je suis ready, moi, pour importer des gogos de l'autre bout du monde. Bref, ça m'a donné de la confiance pour le starter. Je n'étais pas ready pantoute, mais tu vois, j'ai passé à travers. Puis c'est comme ça que ça a commencé. En fait, j'ai rencontré un gars qui venait de Naples. Puis lui, il n'aimait pas le café à Montréal. Puis écoute, il y a des super de bons cafés à Montréal, là, c'est pas ça la question. C'est juste que lui, il ne retrouvait pas l'expérience typique napolitaine. Que ce soit l'expérience que tu vis quand tu vas dans un coffee shop, jusqu'au goût, à la texture, puis à la relation qu'il y a là-dedans. Fait que quand j'ai commencé à comprendre ce qui lui manquait, moi, je suis allée à Naples. J'ai appris l'italien, j'étais allée à Naples, puis là, j'ai compris, en fait, c'était quoi cette expérience-là. C'est ça que j'ai décidé de ramener ici pour les bureaux puis les restaurants qui n'étaient pas spécialisés dans le café. Qui voulaient servir du très bon café, mais qui n'avaient pas le temps de former le staff parce qu'ils ont d'autres choses à faire ou parce qu'ils ont trop d'autres produits, puis le café n'est pas central, mais c'est important. Genre, première moisson. Je comprends. Fait que ramener cette idée-là ici, c'était ça mon objectif. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Lui, il a appelé sa mère, puis il a dit... Ma, au café quoi? On a fait, tu n'as fait chez Q. Le café ici, je suis plus capable. On a une machine à café. Fait qu'elle lui a envoyé par UPS, ça a coûté genre 400 € d'UPS, une machine à café, genre. Super lourde. Puis un gros transformateur parce que c'était sur du 220. Sur du 110. Puis une boîte de café avec les potes biodégradables. Puis j'ai dit, attends. Il y a des potes biodégradables, eco-friendly, qui goûtent le ciel. Partout en Europe, on n'a pas ça ici. What the fuck? Je suis devenue folle. J'ai appris l'italien, j'étais en Italie, puis c'est ça que j'ai décidé de commencer à ramener. C'est comme ça que ça a commencé. C'est fou, ça. Fait que là, ça a-tu été ton premier partner? Ouais, c'était mon premier partner. Ça n'a pas... lui a décidé de retourner vivre en Italie. OK. Ben, c'est correct. Ben oui, écoute... Fait que là, après, quand il décide de repartir en Italie, toi, tu avais encore ta business. Ben oui, effectivement. Là, tu essayais de faire tes trucs. Ouais. Là, tu es passé à l'œil du dragon. Ouais. Parce que je pense que je vais pas mettre le début qu'on a parlé de ça, je vais recommencer là parce que je trouve ça intéressant parce que si tu n'avais pas vu, t'es passé à l'œil du dragon, puis juste un gros shout-out, c'est le meilleur épisode de tous les temps. Tous les dragons, dans le fond, genre tu demandais 40 000 pour 20%, puis tous les dragons ont donné genre l'offre que tu voulais ou plus. Oui, on va faire 60 000. Ça, c'est fou, là. Fait que là, après ça, il y a 2 dragons. T'ont fait 60 000 pour 20 tu as accepté le deal. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe après ça. Parce que j'ai interviewé une couple de personnes qui parlaient « Ah ouais, le dragon, moi, c'était stressant. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, moi, j'ai aimé ça. » Mais là, toi, t'avais l'air d'aimer ça parce que là, ça s'est bien passé. Puis, t'as eu un deal quand même fucking nice. Ouais, j'ai eu un bon deal. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe après. Une fois que là, tu sais, l'émission est finie, tu sors les mains, tu fais des becs, qu'est-ce qui se passe quand la caméra referme? Ben écoute, la première chose qui m'est arrivée à moi, c'est qu'Alexandre Taillefer est sorti genre d'une chambre où il y avait tout le monde. Puis il a dit « Hey, c'est trop un bon deal, ça, moi j'embarque. » Fait qu'Alexandre Taillefer, à l'arrière des caméras, embarqué dans le deal. Il y était 3 dragons. Là, après ça, c'est devenu complexe. Parce que moi, j'avais pas une bonne vision de qu'est-ce que ça voulait dire faire rentrer des VC. 2, parce que j'avais pas la bonne vision de comment il fallait gérer ça puis à quoi il fallait s'attendre. J'étais pas dans le bon mindset. Puis pour moi, ben tu sais, en même temps, je trouve que l'émission à l'époque, c'était beaucoup on se présente comme des philanthropes, mais en réalité, on agit comme des VC, puis c'est bien correct, mais il y a une dichotomie pour moi au niveau de cette philosophie-là. Soit tu agis en philanthrope jusqu'à la fin, soit tu agis en VC jusqu'à la fin, mais cette espèce de combinaison des deux est pas fantastique. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus personne qui s'accordait sur qu'est-ce qu'on devait vendre, comment est-ce qu'on devait le vendre. Nice. Qu'est-ce qu'on devait vendre, comment on devait le vendre. On n'a pas fait de deal. Puis de toute façon, ça coûtait vraiment moins cher d'aller chercher un prêt chez Futurpreneur. Ah ouais? Fait que, tu sais, avec Futurpreneur, moi, j'allais chercher autant d'argent pour beaucoup moins cher, puis aucun actionnariat. Puis en même temps, ben eux... Ça aurait été une game différente si c'était maintenant. Parce que maintenant, bon, je comprends mieux le commerce en ligne. Bref, c'était pas en ligne avec ce que je voulais faire puis ce que je pensais que je devais faire. Puis en même temps, ben eux, ils n'ont pas le temps là, de comprendre qu'est-ce qu'ils m'ont envie de faire. Fait que, c'est ça. Puis tu penses-tu que si, exemple, tu y retournerais, là, en ce moment, est-ce que tu penses que tu prendrais avantage de ces 3-là puis ça serait genre skyrocket, genre au plafond la brand, ou ça serait le même résultat? Je sais pas, depuis ce temps-là, des VC, ça m'intéresse un peu moins. L'affaire qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, je suis pas en tech, là.
c'est facile à financer là, parce que nous, on a de l'équipement. Chaque client a de l'équipement qui vaut 10 bahts chaque. Il y a du service, c'est du recurring, c'est des ententes. Fait que c'est comme la dette passive nous aime bien. Là, Puis ça coûte pas mal moins cher, puis c'est un peu moins stressant. Puis l'autre volet aussi, c'est que il y a comme 2 horizons. Là. Il y a le blitzscaling, puis tu as le company of one person. Puis là, moi, je suis comme à quelque part entre les deux. J'ai pas nécessairement envie d'avoir des investisseurs puis de faire un exit dans 5 ans. J'ai comme plus envie... J'ai comme un modèle différent d'entrepreneuriat où est-ce que j'ai envie d'avoir une croissance saine, le fun, oui, plus lente, effectivement, mais... Tu sais, moi, ça me tente de passer genre 6 mois dans l'année, je sais pas, à faire des safaris puis à prendre des photos, mais d'avoir une business qui continue à super bien aller, qui a des employés, mais je suis pas obligée de faire 150 millions pour être heureuse. Là, je comprends. Je peux rendre à 10. Entre les deux. OK, je comprends. Mais, fait que c'est un peu ça ma philosophie, c'est travailler plus pour travailler moins. C'est vraiment ça, moi, mon feeling de ce que je veux dans la vie. Ouais. OK. Ouais. C'est vraiment nice. Fait que là, tu as les dragons, tu te passes ça. Ouais. Là, le deal aboutit pas. Non. Là, t'as quel âge à ce moment-là, à peu près? 22, 23. OK, t'as 22, 23, puis là, tu te dis, bon, ben, moi, il faut que je mette mes machines dans des commerces, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? T'as tes études en marketing, mais qu'est-ce que tu dis? Tu t'appelles, tu dis, salut, tu fais du cold call, tu fais du porte-à-porte, hein? C'est ça, je veux demander. C'est quoi ta stratégie, là, à ce moment-là, à 22, 23 ans, pour vendre ton produit? J'avais une petite valise, OK? Puis j'avais une machine à café dans ma valise, puis là, je me tapais les rues au complet. Puis chaque resto, chaque bureau, je rentrais, je cognais, je leur faisais des dégustations. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis ça a-tu bien marché, ça stratégie-là? Oui, j'ai fait plein de clients, j'ai placé toutes mes machines. On avait un super de beau recurring. Là, à un moment donné, il fallait que je m'organise pour la livraison. C'est moi qui faisais les livraisons. À un moment donné, c'était plus soutenable. Fait que j'ai trouvé un entrepôt qui va s'occuper de faire mon dispatch, qui est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. Puis c'est là que j'ai... Tu sais, c'est peut-être un an après avoir fait ça de cette façon-là, où j'ai voulu avoir des machines qui étaient plus robustes pour avoir du plus gros volume. Pas juste faire 5-10 cafés par jour, mais 50, 60, 80. Puis c'est comme ça après que, à partir du moment où je suis rentrée ici, puis que là, on avait de l'équipement qui était beaucoup plus lourd, beaucoup plus sérieux, qu'on pouvait rendre beaucoup plus... ma stratégie n'a pas changé. Ah non, ça continue, tu continues. Mais je changeais de cible, par exemple. Fait que, puis là, maintenant, à la place d'aller les voir, je les faisais venir ici pour qu'ils puissent utiliser l'équipement, puis etc. Puis tu sais, en réalité... Les gens me disent, ah ben là, tu sais, ils se déplacent, il y en a plein qui ne voudront pas se déplacer. Mais pour être honnête avec toi, le café dans une entreprise pour 30-40 personnes, là, tu sais, on parle de 3, 4, 100 pièces par mois. Là, c'est pas du café filtre. Fait que, tu sais, si tu veux pas te déplacer pour faire ça, ben c'est parce que tu cares pas. Puis si tu cares pas, ben tu payes pas du café fancy à tes employés. Fait que tout le monde se sont déplacés, puis ils viennent, ils sont contents, puis ils voient, puis ils goûtent au café, puis ils envoient un employé, puis ils testent. Fait que c'est important le café dans une entreprise. Et à quel point c'est important? Parce que, tu sais, dans un bureau, là, que, je sais pas, moi, j'ai comme l'image dans un bureau un peu maussade, là, tu sais, c'est du tapis à terre, là. Puis, genre, que tu vas, quand tu sors, quand tu sors de ton cubicule pour aller prendre un café, c'est pas parce que tu as le goût de boire un café, c'est parce que tu es tanné d'être dans le cubicule. À quel point c'est un bon investissement pour les autres entrepreneurs d'avoir une bonne machine à café puis payer ce montant-là à la place de des cafés filtres? Bien, écoute, c'est parce qu'il faut penser au type d'entreprise. L'image de l'entreprise que tu m'as donnée, forcément, ces clients-là ont toujours pas embarqué dans ça. Ils restent avec du café filtre. Mais pense par exemple à, je sais pas moi, l'agence marketing, qui ont des bureaux super cool avec des tables de ping-pong, puis de la bière en fût. Oh, là, on change. Pense aux compagnies tech qui vont chercher des VC puis du gros funding, qui à tous les matins, ils arrivent, ils ont des croissants, ils ont ci, ils ont ça, puis que le vendredi après-midi, c'est journée chouclate, tout le monde arrive en gougoune. Tu sais, je sais pas, ce vibe-là, mais beaucoup d'emphase sur le café. Aussi parce que le café, c'est une des pertes de temps les plus notoires dans un milieu d'entreprise. Pas offrir de café à tes employés, ça te coûte plus cher que d'offrir du café à une pièce. Parce qu'il s'en va, genre, Tim Hortons. Puis là, tu fais une gang d'ingénieurs. Tu sais, une gang d'ingénieurs au centre-ville, si le café n'est pas bon dans le bureau, là. Mais tu sais, tu as des beaux bureaux cool et fancy. Là. Je pense que j'ai un client sur McGill College, magnifique bureau en plein cœur du centre-ville, Sainte-Cat, Place Ville-Marie, là, tu sais, malade. Là. Ces gens-là, ils font du 80 000 par année. Là. 25 minutes dans ta journée pour aller chercher un café en bas, là. Hey, ben
c'est bien plus que 64 cents. Non, c'est ça. Fait que tant qu'à faire, moi je dis aux gens, ben sauvez sur le temps, rendez-les heureux, puis offrez-leur du super de bon café dans le bureau. S'il est gratuit puis aussi bon qu'au coffee shop d'en bas, ben 50% de ces déplacements-là seront effacés. C'est fou ça. Ouais. Puis tu sais, en même temps, les gens, tu sais, ici tu fais frette, là. C'est pas vraiment... Tu veux pas sortir dehors. Ben c'est pas tant cool que ça. Là, on est au centre-ville, il y a des options. Ouais. Le même bureau d'ingénieur dans le fin fond du parc industriel à Laval qui a des bureaux aussi cool, lui, il y a juste le Tim Hortons. Fait qu'imagine le service que tu lui rends. J'avoue. C'est ça l'objectif. Très cool. Ouais. Très cool. Fait que là, toi, j'ai vu que tu mettais beaucoup de contenu sur tes réseaux sociaux. J'ai vu que... Salut! Salut. Tu veux faire une petite apparition? Je présente Dr. Bean. Ben oui. Salut! C'est Laurent. Amusez-vous bien. Merci. Il est occupé puis il revend des machines. Fait que c'est ça, tu mets beaucoup de contenu sur tes réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à te suivre, ça fait un petit bout. Puis quand j'ai commencé à te suivre, tu mettais tellement de contenu, tu faisais comme 900 stories par jour. Puis moi, j'étais là, OK, comme pourquoi? J'étais là, genre, c'est fucking intéressant, mais j'essayais de comprendre. J'étais là, genre, OK, est-ce qu'elle drive beaucoup de sell avec comme son Instagram, puis tout ça? Fait que je voulais savoir, c'est quoi ton point de vue sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu les utilises moins qu'à une certaine époque? Puis pourquoi tu penses que c'est aussi important? Bien, back then, en fait, je vendais rien en ligne, mais je faisais... J'aimais ça beaucoup parler de mon expérience entrepreneuriale. Puis les gens, j'avais un following, j'ai un following super attentif au business tip, puis au business trick, puis à qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se passe. Puis écoute, je vendais rien en ligne, hein. Puis j'ai fait ça pendant des années. Puis les gens, ils ont toujours... Ils pouvaient pas goûter à mon café, parce que c'est des bureaux, c'est ça. Fait que tu vas pas aller dans un bureau, je vais goûter au café. Non, c'est pas des coffee shops. Tout cet effort-là que j'ai mis pendant des années, et comme le jour que COVID est arrivé et que j'ai mis un sac de café en grains, c'est ça qui fait qu'on en a vendu des milliers. C'est que les gens ils ont suivi mon aventure entrepreneuriale. Puis quand que c'était le temps de devenir un acteur positif dans cette histoire qu'ils ont suivie depuis très longtemps, tout le monde voulait embarquer. C'est un peu la même chose qui se passe avec Caféine Pusheuse. Vu que j'ai beaucoup exposé le processus, le comment, le gagnant, puis l'ensemble des choses qu'on vit, bien, les gens, quand ils peuvent devenir un acteur dans la vie de la personne qui suit depuis si longtemps, qui ont et hop, les dents, tu sais, je mets pas juste des affaires sympathiques, là. Ben, les gens, ils ont envie d'être un acteur là-dedans. Fait que, oui, effectivement, je trouve ça super. Une raison pourquoi je mets moins de stories longues maintenant, ben, c'est juste que j'ai moins de temps. Puis aussi parce que, comme tout est ongoing et fresh, je veux pas, comme il y a plein d'affaires qu'il faut pas que je révèle. Il y a plein de choses qu'il faut pas que je révèle avant que ce soit sorti, que ce soit officiel, des choses comme ça. Fait que je suis un petit peu plus réservée, mais... Je comprends. Là, on ouvre les valves. Nice! Puis, tantôt, tu as parlé de genre, je voudrais pas mettre du gros branding sur Coffee Queen. Puis là, tu étais là, vidéo, réseaux sociaux, puis tout ça. À quel point, dans ta stratégie de branding de compagnie, parce que là, tu poses beaucoup ton personal brand, qui aide ta brand par la bande. À quel point tu penses que c'est utile pour une compagnie de pousser leur soit personal brand, genre du CEO ou de la personne qui veut être? Incroyablement! Puis qu'est-ce qu'il pourrait faire? Genre, si tu avais des trucs et astuces, par exemple, quelqu'un là, que lui, je te donne une personne type, là, ça fait une couple d'années qu'il est en business, ça va quand même bien, mais là, avec la COVID, c'est un peu plus dur, peu importe. Puis lui, les réseaux sociaux, ça contre-foutait parce que lui, il est plus vieux, c'est peut-être pas dans quoi il a grandi, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il conseillerait de faire pour commencer puis pour faire du bon roulement de contenu? Écoute, c'est dur de sortir des clichés, hein, mais OK, quand on dit être authentique, qu'est-ce que ça veut dire? Soigner authentique. Non, mais tu sais, il y a la façon, il y a le cliché, mais comprendre intrinsèquement ce que ça veut dire d'être authentique, ça veut dire que on va parler de ce qui se passe réellement, de nos réels sentiments, sans le filtrer en se disant « mais qu'est-ce que tel client ou telle personne ou tel groupe de personnes pourrait penser? » Parce que quand tu commences à t'encombrer de « ben là, je peux pas me montrer ça, là, ça pourrait impliquer telle chose, quelqu'un pourrait penser que, tout le contenu que tu crées, il est beige. Puis du contenu beige, ça attire pas. Fait que malheureusement, il faut choquer, étonner, questionner. Il faut être polémique. Je veux dire, tu peux... Si t'es beige, pense en crise. C'est malade parce que tu parles de ça, puis moi, là, nous, on est en train de faire notre plan de contenu, puis là, à chaque fois qu'on fait du contenu, on se dit comment on pourrait être comme plus ou moins. Puis là, on se demande tant de questions, puis à chaque fois, moi, mon blocage, c'est tout le temps ça, puis je mets du temps. Puis je sais que plein de monde pense de même. Ouais, mais mon client, là, que j'aime beaucoup, si je fais ça, puis ça paraît moins bien pour lui, puis là, c'est tough de comme dire, ouais, mais c'est parce que au final, tu regardes ça, puis tu dis, ouais, mais son contenu, c'est cool, mais
pas attaché à rien, genre comme, tu sais, exemple, toi, tu parles de les cartons rouges. Tu fais souvent les cartons rouges. Puis là, tu vois un comportement, quelque chose, quelqu'un fait sur les réseaux sociaux, puis tu lèves ton carton rouge, puis tu dis qu'est-ce qui va pas. Tu dis ton opinion, genre clair et net. Oui. C'est normal, tu dois recevoir des fois de temps en temps sur un commentaire, sur un message qui dit comme « Hey, moi, je pense pas de même. » Ou genre « Moi, je trouve pas ça correct. » ou peu importe. Mais c'est génial! Mais c'est ça. Les gens engagent une conversation avec toi. Est-ce que tu engages, écoute, une pub de crème glacée à la vanille, t'engages-tu là-dessus? Elle est bonne, la crème glacée à la vanille. Non, c'est ça. T'interagis pas. Mais une crème glacée qui goûte, je sais pas, moi, le thé noir mélangé avec les raisins secs. Ah, c'est donc bien dégueulasse. Ah, ouais, mais prouve-moi que c'est dégueu. Viens goûter. Exact. Au moins, il y a quelqu'un qui a interagi avec toi. Ouais. C'est comme... il faut créer une émotion. Puis, l'émotion, il faut créer des émotions positives. C'est juste que tout le brand, tout le marketing de tout le monde est toujours dans la création d'émotions super positives, super le fun. Fait que c'est devenu beige. Fait que si tu veux que les gens portent attention à ce que tu vas raconter quand ça crée une émotion positive, il faut que tu aies créé une émotion avant eux. Ouais. Puis les hooks, l'humour, c'est un hook super bon. Ouais. L'humour un peu dark, l'humour un peu... le scepticisme. Ouais. Puis un petit peu de compétition saine, malsaine. Il faut que tu aies une couple d'ennemis, il faut que tu en parles parce que, je veux dire, si tu n'as pas d'ennemis, tu n'as pas de groupe contre, il n'y a personne qui dans ta gang. Exact. Fait qu'il faut que les gens aient envie d'embarquer avec toi, il faut qu'ils embarquent dans ton combat, il faut qu'ils embarquent dans ta journée. Fait que, faut créer du contenu qui est authentique dans le sens d'arrêter de toujours penser à qu'est-ce que Chose Binouche pourrait en penser, puis peut-être que je vais perdre 2 ventes ici, oui, mais peut-être que tu vas en gagner 4 avec l'autre gang, tu sais. Fait que c'est qu'ils même me suivent, en fait. Ouais, c'est ça, là, un gros... C'est vraiment ça. J'aime ça, là, je vais prendre une couple de secondes pour assimiler tout ça, là, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense en plus que beaucoup de personnes, même... Parce que là, c'est ça, là... moi, je me fais appeler là, souvent pour me dire « Hey, Neri, là, je veux propulser notre personal brand. Je veux de quoi de beau. Qu'est-ce que... » Tu sais, je veux faire un podcast, je veux faire un vlog, je veux faire... Peu importe, tu sais. Puis à chaque fois, je leur dis comme « OK, ouais. » Moi, ça fait une couple d'années que je regarde Gary Vee, puis je suis comme moi, Gary Vee, genre, il a fini... Tu sais, il vlog même plus en ce moment. Non. Mais nous, ici, le monde, vont commencer à vlogger. Oui. Fait que là, je me dis, on est tellement en retard. Super en retard. Le monde commence à se dire « un personal brand » ou genre « mon brand d'entreprise, il faut que je le pousse. » C'est là que le monde m'appelle pour ça. Je suis comme... Hey, c'est fou, là. Les gens, là, ils vont pas s'intéresser à ta marque, OK, à moins que tu aies des moyens surhumains de faire de la publicité à la Lavazza et compagnie, OK? Du brand awareness, là, ça coûte super cher. Les gens sont saturés. Les places dans les médias, spécialement sur Internet en ce moment, c'est hyper compétitif. Fait que pourquoi je vais suivre ton brand au lieu du brand de Chose Binouche? Si toi, tu n'as pas une scène, puis lui, il y a du funding à en plus finir pour être partout sur Internet, ben, parce que j'ai un attachement personnel à quitter à ton histoire, à ta mission, à ce que tu me racontes, à ce que tu me fais vivre, à ce que tu me fais rire. Tu sais, c'est comme, je suis dans ta face tout le temps, mais je te vends rien, mais je te vends quelque chose, en fait. Oui, c'est ça. Je te vends l'idée de faire partie d'une entreprise locale qui a besoin de toi, en réalité, tu sais. Mais tu sais, comme, tout, on est là, on est cool, on est sympathique, on se revire de bord, on fait des choses, on a des ups, on a des downs. Fait que, c'est comme, regarde, on est humain. On peut-tu échanger? On peut-tu établir une base là-dessus? Puis c'est beaucoup plus fort, moi, je crois, que juste du brand. Ouais. Évidemment, quand tu as de l'argent, tu fais du gros brand, puis là, tu es partout, puis là, tu mets de la pub, tu fais de la charge, tu fais des affaires. Et c'est correct parce que tu as du gros cash. Ouais. Exact, c'est du gros cash. Mais si tu n'as pas ça, la seule chose qui te reste qui coûte rien, c'est ton personal brand. Pendant des années, on m'a dit c'est au B2B, pourquoi tu es sur les médias sociaux? Tout le monde s'en crisse. Ben écoute, j'ai fait des clients à cause des médias sociaux, là, des dizaines de milliers de dollars, là, parce que Chose Binouche qui me suit, puis lui, son meilleur ami, il a une place à déjeuner. Chose Binouche qui me suit, son meilleur ami, c'est un avocat, il me fait rentrer au bureau d'avocat. Hey, c'est des gros contrats. Ouais, c'est ça. Puis le jour que COVID est arrivé, j'ai mis quelque chose en ligne, tout le monde était présent. Fait que, bien me dire que ça sert à rien. Exact. Puis je pense que là, depuis tantôt, on t'écoute parler, puis tout ça, puis on peut voir que tu es une excellente vendeuse. Merci. Est-ce que c'est de quoi de inné, c'est de quoi de appris, puis d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu es considérée comme une bonne vendeuse? Bon, il y a beaucoup de choses. La vente, pour moi, la vente, c'est 2 choses, c'est l'écoute et le charme. Okay, mais tu sais, le charme, là, nous, on a toujours une connotation sexuelle au charme, mais en réalité, je veux dire, des hommes en vente charment d'autres hommes. Là. Je veux dire, être charmant, c'est écouter aussi beaucoup. Ouais. Fait que les gens, souvent, ils pensent que pour être bon vendeur, il faut être capable d'en vendre à plein de monde le plus possible. Mais pour moi, être bon vendeur,
c'est être capable de vendre la bonne affaire à la bonne personne, puis de reconnaître que si elle n'en a pas besoin ou que si ça ne fit pas avec elle, de ne pas lui enfoncer dans la gorge. Parce que cette personne-là, elle n'aimera pas ton produit. Fait que il y a comme cette espèce de... Il y a ça, puis il y a aussi reconnaître les avantages selon ce que la personne te dit. Tu sais, tu te viens, moi, je vais m'acheter un café. La première fois que je dis, c'est OK, c'est quoi ta routine matinale? Ah, ben moi, j'aime ça me lever, puis là, j'aime ça prendre mon temps. Ah, ben une machine traditionnelle. Moi, j'aime ça me lever, puis là, je suis tout le temps en rush parce que je suis en retard. Ah, une machine à capsule. Tu sais, tu peux facilement identifier, selon l'histoire que les gens te racontent, les questions que tu leur poses, quel produit va être le plus adapté. Ouais. Ça fait un bon vendeur. Comme ta gueule aussi, écoute. C'est ça, l'affaire, c'est que les gens n'écoutent pas. Ouais. C'est vrai, ça. Puis quand toi, tu es allé au HEC, si je ne me trompe pas, tu es allé au HEC, puis là, tu es là comme client, dans le fond? Oui, on a l'accélérateur HEC Banque Nationale. Okay. Puis sinon, c'est Polytechnique, on a toutes les cafettes. OK, très nice. Mais tu es allé en marketing, mais tu as aussi parlé que tu es allé... C'est quoi ton programme que tu as appris plein de langues? C'est un bac trilingue en affaires internationales et marketing. Là, ma question, c'est que tu parles combien de langues? 5. OK, c'est ça. Parce que là... Qu'est-ce qui je trouve ça pété, genre? Moi, j'ai habité 1 an à Madagascar. Nice. Okay? Puis j'ai pas appris 3 mots. Je te jure, je suis tellement mauvais, là, genre... Là, le malgache, c'est une autre histoire, là. C'est pas une langue latine. Oui, mais je comprends, là, mais je suis comme... J'ai passé 1 an, genre, avec du monde qui parle malgache, puis je suis revenu, puis je suis comme... Moi, je dis bonjour, ça va bien. C'est juste ça, genre. Okay. Fait que là, je veux savoir, t'as-tu comme un truc, une astuce? T'as-tu des skills? Choses. OK, là, il y a mon intérêt particulier très prononcé pour la culture. Moi, mon père est prof d'université, il est à la retraite maintenant, il était prof en anthropologie. Mon père, c'est un anthropologue, puis c'est un Québécois, blanc, puis ma mère, c'est une Marocaine. Okay. Puis mon père, c'est un spécialiste du monde arabe, puis il y a aussi plusieurs pays en Afrique, l'Amazonie, etc. Mais chez nous, les conversations sont toujours orientées vers l'ethnicité, la culture. Et il y a une grande partie de linguistique dans la culture. Excusez, un espace d'affaires. Ouais, là, ça bouge pas mal. Il y a plein de monde, ça bouge, ça rentre, ça sort, mais c'est ça la business. C'est pas mort! Donc, j'ai un intérêt particulier pour le lien entre la culture puis la langue. Okay? C'est toujours quelque chose de fort. J'ai grandi en apprenant l'arabe, donc je parle l'arabe avec ma mère, ma famille au Maroc, ce qui a ouvert un peu mon esprit à parler plus d'une langue. Et depuis que je suis toute petite, je parle français puis arabe. Okay. Là, après ça, l'anglais à l'école comme tout le monde. Par contre, j'ai découvert que ça m'ouvrait des portes plus facilement, puis ça me permettait de rentrer dans l'univers culturel des gens. Okay. Fait que là, après la langue, ce qui a commencé à m'intéresser, c'est plutôt la différence des dialectes. Okay. Ça, c'est super passionnant, parce que le même mot n'a pas la même signification, puis c'est relié à la bouffe. Là, c'est relié au café, c'est mon côté épicurien qui est là. Ouais. C'est comme si à travers la langue, j'étais capable de m'imprégner d'une culture. Donc, apprendre une langue, pour moi, c'était m'approprier une nouvelle culture selon des nouvelles règles de vie. Ouais. Ce que je pouvais... Tu peux pas dire ça à des places, tu peux pas agir comme ça à des places. Exactement, puis ça te permet de développer des facettes, puis de découvrir, en fait, des façons de penser qui peuvent venir, en fait... agrémenter la tienne. Ça m'a toujours beaucoup passionnée. Ouais. Fait que j'ai appris l'espagnol au secondaire, puis après ça, je l'ai parfait parce que je me suis dit, si je veux continuer à parler espagnol, je me trouve des amis latinos. Ouais. En me trouvant des amis latinos, ben là, j'ai appris à danser la bachata, salsa, merengue. C'est un nouvel univers. Puis là, la musique latine! Mais quel univers! La musique latine, c'est incroyable! Chaque région, chaque pays, chaque style musical, tout... C'est le plus gros marché, hein? Je veux dire, c'est une vedette de reggaeton latino, t'es plus big que Beyoncé parce que le marché latino, c'est toute l'Amérique centrale. Ils sont débiles mentales, ils sont énormes. Il y a des millions de personnes qui parlent une langue. Fait que c'est très rassemblant avec l'univers culturel musical. Je suis embarquée là-dedans. Alors, c'est la bouffe. Okay. Là, une fois que moi, j'ai fait ça, par exemple, avec... moi, j'étais très proche, j'avais des amis colombiens, fait que je me suis beaucoup imprégnée de la culture colombienne. Bien, quand l'Italie, le café est arrivé, j'ai su tout de suite que ça passerait par la langue, cette immersion-là, de comprendre cette culture du café. Mais comment tu as fait pour apprendre une langue comme ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là? Bien, tu downloads Duolingo. OK. Là, après ça, tu trouves quelqu'un qui parle pas ta langue, puis juste la langue que tu vas apprendre. C'est the best. C'est quelqu'un qui parle pas français, pas anglais. Ouais. Puis là, tu t'efforces de communiquer. Puis là, tu es sur Google Translate, bien vite dans tes raccourcis. Ouais. Puis à chaque fois que tu veux dire un mot, à chaque fois que tu veux dire une phrase, tu amènes dans Google Translate, tu l'écoutes, tu répètes. Tu l'écoutes, tu répètes. Tu changes ton ordi puis ton cell pour la langue que tu vas apprendre parce que tu connais les raccourcis, fait que là, les mots s'assimilent. Fait que c'est conversation, télé, avec des sous-titres. Ouais. Fait que tu mets par exemple la télé en espagnol,
avec des sous-titres en français. Okay. Elle fait la même chose pour l'italien avec des sous-titres en français. Puis là, après ça, ben là, tu as évidemment les différences de dialecte. Là. Moi, j'ai appris le napolitain, par exemple, pas l'italien classique. Okay. Par défaut, là, je parle l'italien, je comprends très bien l'italien classique, mais tu sais, j'ai un accent napolitain. Okay. Fait que ça, c'est le fun aussi. T'sais, bref, c'est un peu de s'immerger puis de créer un amour relationnel avec la bouffe, la langue, la culture, les façons d'être, les expressions. Je commence toujours avec les mauvais mots. Ça, c'est bien important, ça. Bien motivant. C'est la chose la plus motivante de commencer avec les mauvais mots. Très nice. OK. Puis, attends, j'avais une super bonne question pour toi. En plus, pendant que tu parlais, j'étais là genre, si je vais y poser ça, c'est tellement nice. Shit. Non. Oh! OK, attends, j'ai pris des notes dans mon sel. On parlait des langues, mais... On parlait de l'apprentissage. Ça n'a pas tant de rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai tout noté dans mon sel, toutes les questions que je voulais te poser, fait que je ne vais pas en oublier une. Les réseaux sociaux, tu m'as dit. Oui, ça, on en a parlé. Les dragons, on en a parlé. Le marketing, on en a parlé. Tu m'as parlé de pendant la COVID. Oui. Là, tu m'as parlé de qu'est-ce que tu as fait. Tu t'es tourné super vite, tu as fait ton projet, mais comment tu te sens? Moi, je veux plus savoir émotionnellement. Là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, à un moment donné, tu as pensé genre, non, ça marche plus? Oh my God, c'était l'enfer. Dans le fond, là, c'est le 13 mars, là, je pense que tout a fermé. Okay, là. Moi, j'avais un container qui arrivait de Naples, là, qui était en mer, qui allait accoster, là, genre comme dans les prochains jours. Okay. Puis, il disait que le port allait fermer, puis que toutes les entreprises allaient fermer. C'est où que tu crisses un container de 40 pieds de café? Qu'il faut pas qu'il gèle. C'est où tu le mets? Ouais. Si tous les entrepôts ferment, il n'y a personne à la réception. Le port, là, c'est 200 US par jour, OK? Quand ta marchandise est pognée là-bas. Fait que ils s'en foutent, eux autres qui ferment à cause du COVID, ils chargent 200 $ US par jour, pareil. Ouais. OK? Fait que, combien de temps il faut rester là? Il n'y a pas de camion pour aller le chercher, tout est fermé. Ouais. Fait que là, la plus grosse incertitude, c'est l'incertitude de la fermeture de l'entrepôt de réception puis de shipping. Okay. Parce que aussi, quand ça s'est arrivé, où je mets mon 40 pieds, puis là, nous, en 24 heures, on a mis un sac de café en ligne. Mais on ne l'avait pas physiquement dans nos mains. OK. Vous n'avez pas genre fait la production avant, non, tout emballé? J'ai fait un site. Écoute, j'ai fait un site, je l'ai mis en ligne. Mon roaster m'a dit, dans 6 jours, tu l'as dans ton entrepôt. 6 jours, pas fin du monde. Ouais. Ça s'est vendu plus. Les gens ils ont attendu 7-8 jours avant de recevoir leur premier café, ce qui n'était pas mauvais. Puis à partir de ce moment-là, le roulement s'est fait. Okay. Fait qu'il n'y a rien là. T'as-tu déjà attendu plus que 6 jours pour une commande que tu as faite en ligne? Tout le temps. Effectivement. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment pas dramatique. Mais là, c'est quand il parlait que tout allait fermer. Est-ce que l'entrepôt de shipping allait fermer avant qu'on ait reçu nos fucking sacs? Okay. Fait que là, j'étais comme, je viens de vendre des milliers de dollars de sacs de café que je pourrais pas shipper. Faut que je rembourse tout le monde. Là j'ai fait, OK. Mais les entreprises de shipping sont restées ouvertes. Fait que là, ce moment-là, où est-ce qu'on avait fait des ventes en ligne, lancé les commandes, mais que l'entrepôt allait fermer, ça, c'était un moment de stress intense. Et c'était exactement le même moment où est-ce que le container arrivait. Fait que je le mets où, mon 40 pieds de café, man? Ouais. C'est mes revenus là, pour l'année qui... pas l'année, là, parce qu'on faisait bien plus qu'un container par année. Excuse-moi, émotion. Fait que, tu sais, je le mets où, moi, ce café-là? Qu'est-ce que je fais avec? Je le vends à qui? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'était émotionnellement, ça a vraiment... je pensais que la patate allait me lâcher. Ah ouais, hein? Oh, shit. Tu vas perdre tout ton argent pour payer le port pour du café qui ne va pas se vendre, que tu pourras pas ça peut vraiment mal tourner. Ça peut te coûter 50 000 $ de même. C'est ça. C'est fou, ça. Ouais, exact. Tu as parlé beaucoup de mentors. Oui. La personne qui passait, si vous avez vu, tu as parlé qu'au début... Non, c'était pas un mentor, c'était un partner. Ouais, c'est pour toi, dans ta vie, quel rôle ça joue un mentor? À quel point c'est important? Est-ce que tu le recommandes? Il y en a beaucoup. J'ai écrit un petit blog là-dessus qui était quand même assez... Faut que je recommence à écrire des blogs. Ça, c'était cool. Faut que je recommence à faire ça. Taina, recommence à écrire des blogs. J'ai écrit un blog sur... Parce que j'ai une vision très différente du mentorat. Là. Okay. J'appelle ça pas ça des mentors, j'appelle ça des alliés. OK. Allies. Puis je trouve qu'il y a différents types d'alliés qu'il faut avoir dans une entreprise. Puis c'est différent. Tu vas voir le blog, il est quand même assez... Je pense qu'il est le fun, il est un peu punché. Okay. C'est très différent de ce qu'on peut dire en général. Je pense qu'il faut 5 types d'alliés, OK? Puis je pense qu'il faut qu'aux 2-3 ans, tu switches. Ouais, hein? T'aimes ça switcher de mentor? Tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui me mentorent, qui m'ont mentoré. Puis à partir d'un certain... Tu sais, parce qu'il y a un fit de personnalité, il y a un fit de vision, puis un fit aussi de où est-ce que tu es rendu, puis du type de conseils que tu as besoin. Ouais. Puis une des raisons pourquoi il faut les switcher, je crois, c'est parce que c'est des relations qui s'entretiennent beaucoup.
Tu peux pas en avoir 15 en même temps. Non, c'est ça. Right? Moi, je crois pas. Tu as 15 mentors en même temps. Écoute, entre toi et moi, qu'est-ce que tu fais vraiment avec chacun d'entre eux? Je sais pas. Fait que moi, j'ai des mentors pour des catégories, des alliés pour des catégories de choses. Par exemple, une personne super bien pluguée dans les médias qui, lui, est comme un peu ton voucher qui va pouvoir essayer de te faire rentrer dans des cercles auxquels tu n'as pas accès. Okay. Ça, c'en est un. Après ça, un mentor, moi, je suis allée me chercher, ça a toujours été très utile, un allié qui est, par exemple, le dirigeant qui, lui, dirige une entreprise ou un client potentiel que toi, tu pourrais avoir, mais qui est beaucoup trop gros pour que tu fasses le contrat. Ah, OK. Fait que moi, j'étais allée chercher quelqu'un qui était dirigeant d'une grande chaîne de déjeuner avec une 40aine de succursales. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée pendant un bon moment. Okay. Puis, j'avais jamais eu les capacités de fournir ce client-là. Mais j'ai été initiée très rapidement à la mentalité de la chaîne en restauration, par exemple. Fait que la majorité des choses que j'ai faites, c'est que personnes-là, des années avant d'avoir, par exemple, Première Moisson, bien, ça m'a préparé à comprendre c'est quoi le mindset d'un franchiseur, c'est franchisé. Comment ça fonctionne, les ristournes? Parce que c'est des gens à qui pouvaient s'ouvrir à moi parce que j'étais trop petit. Ah, OK. Right? Ouais, fait que toujours d'avoir quelqu'un comme ça qui peut te donner du insight de l'industrie. Après ça, avoir un allié de quelqu'un qui soit a repris sa retraite dans le même domaine que toi, soit qui a pris sa retraite ou soit qui a échoué. OK. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ben, ouais. C'est quoi les erreurs? Quelqu'un qui a fail, ou qui a vendu, ou qui a pris sa retraite, ou qui fait d'autres choses à cette heure. Mais toujours quelqu'un de plus avancé, là. Quelqu'un qui a 15 ans de plus que toi dans tout ça. Puis il va pouvoir reconnaître beaucoup de choses. Ça, c'est super utile. Fait que bref, il y en a 5 comme ça. Puis je crois qu'il faut les changer de façon périodique parce que tu vois, par exemple, le mentor de la grosse chaîne, le jour où j'ai eu la capacité de le servir, je sais pas, la relation a commencé à changer. Là, c'était plus... Ah, OK, ouais. Parce que... Fait que les ditch. OK. Puis comment t'approches un... Ça a comme tombé fret. C'est comme devenu full silencieux, genre je les ditch. Comment tu approches un mentor d'après toi? Moi, j'approche toujours avec ma mentalité d'allié. En fait, moi, je dis aux gens, mais moi, je fais ça. Je dis, mais j'ai besoin d'un allié comme toi. Je dis pas un mentor, c'est comme, je sais. Un mentor, c'est un type d'allié pour moi. OK? La première chose à faire, c'est d'établir qu'est-ce que tu attends de cette personne-là. Puis d'alimenter toutes tes relations, mais toujours d'avoir des contacts qui ont rapport avec le but que tu veux donner à cette personne-là. Fait que si moi, mon but avec toi, par exemple, moi, un de mes alliés les plus proches, c'est genre un méga big boss dans la distribution alimentaire. Chose que moi, je n'étais pas dans les épiceries là, avant le COVID, puis ça fait 2 ans que c'est mon mentor, mais je veux comprendre comment ça fonctionne, la distribution alimentaire. OK? Pour les épiceries, pour les restaurants, fait que toutes ces Cisco compagnie, toutes ces compagnies-là. Je voulais m'immiscer là-dedans. Tu vois, aujourd'hui, ça va m'être très utile. Ben oui. Mais bref, cette personne-là, moi, je suis allée la voir, je dis, écoute, moi, j'ai besoin d'un allié. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me guider là-dedans. J'en vends pas, je le fais pas, mais je veux comprendre comment ça marche. Fait que toutes mes interactions avec cette personne-là, sont claires. C'est ça mon objectif. J'en ai un autre où mon objectif, c'est, je veux que tu me présentes des fucking clients énormes. Puis, est-ce que les gens, d'habitude, ils reçoivent ça bien? Très bien. Ah ouais? Très bien. Quand tu rentres avec la vente, j'ai besoin d'un allié. Moi, je m'attends à te parler peut-être 2 fois par mois au téléphone ou par texto. Puis, quand j'ai une urgence que je capote, que je sais pas comment vivre, j'aimerais ça que tu répondes ou que tu me rappelles. Ouais, c'est ça. T'sais? On peut avoir des meetings aussi. Il y en a avec qui j'ai des meetings périodiques. Fait que c'est d'établir des ground rules qui sont super clairs. Il y en a avec qui on a signé des ententes parce que c'est des gens beaucoup plus, je sais pas, super corpo. Fait qu'on a fait un petit contrat. On s'attend à, on voudrait qu'à, sinon ça peut être verbal. Mais la notion d'allié vient modifier la dynamique. OK. Fait que c'est vraiment une notion d'aide. J'ai besoin... Est-ce qu'un allié, c'est un aidant? Il y a une nuance dans ce mot-là, je pense. Un allié, c'est quelqu'un qui est dans ton team, en fait. C'est comme tu construis un team. Tu as besoin, je sais pas, de choses comme basket, tu as besoin d'un point guard, tu as besoin d'un post, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Tu construis une équipe qui est comme un peu sur demande, un peu. C'est différent, ça. C'est comme, dude, fais partie de mon histoire. Encore une fois, c'est de donner assez de jus pour que les gens aient envie de participer à ton succès, en fait. C'est que, regarde, rentre dans mon team. Je vais juste te demander de jouer 30 minutes par semaine. C'est ça, parce que c'est ça que j'allais dire. Parce que si, exemple, je demande quelqu'un à rentrer dans ma team, littéralement, il serait genre, OK, mais c'est quoi que moi j'ai en retour d'être dans ta team? Bon, c'est tout le temps ça l'affaire. Ces gens-là, moi, je fais un point d'honneur de leur apporter de la valeur aussi. Tu sais, là, je veux dire, c'est pas parce que tu as 50 ans et que tu es multimillionnaire que tu n'as absolument rien à retirer d'un entrepreneur jeune, connecté, qui fait A, B, C, D, E. Donc, moi, quand j'ai des rencontres, je les fais parler un peu de leur situation.
je leur pose des questions par là. Puis moi aussi, j'essaie d'apporter des solutions. J'ai pas un complexe par rapport à quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, là. Je suis pas complexée. Moi, il y en a un, je disais, ton brand personnel, il est lettre. Travaille donc avec telle compagnie de marketing pour faire ton brand personnel. Ouais. Ah, pourquoi j'aurais un brand personnel? Pourquoi? Ben voici. Puis là, je l'explique. Ah, intéressant. Puis là, il me dit, ah, telle pause, c'est-tu bien? Je veux dire, mais j'amène une valeur quand même. Ouais. Je participe à cette relation d'échange. C'est pour ça que c'est un allié, pas un mentor. Un mentor, il est là. J'ai bien ma petite fille. Oui, je comprends. Pour moi, c'est comme... Ouais, je sais pas pourquoi, c'est un peu patronisant. C'est différent. C'est pas une dynamique qui m'excite. Mais l'allié, c'est un... Let's do this together, you know? Let's be together. C'est fucking cool, ça. Ouais. Si on te suit pendant une journée, ça peut ressembler à quoi? Là, je sais que, je sais pas, je pose la question, mais là, ça dépend, parce que c'est tout le temps différent. Je comprends. Non, mais COVID ou pas COVID? Pas COVID. Pas COVID, OK. Je me lève. Quelle heure, à peu près, quelle heure, normalement? Pour de vrai, je suis tellement hot. Depuis le COVID, je me lève à genre 6h50. Je suis vraiment une championne du monde, mais je suis une lève tard. Moi, je travaille dans un bar. Je me suis saoulée toutes mes études. Je travaille dans un club. J'ai eu bien du fun. Je me suis jamais levée tôt de ma vie. Fait que c'était mon but cette année. J'ai réussi, mais normalement... Avant cette COVID, vers 8h, 8h30. Ce qui n'est pas très tôt. Mais en même temps, si ça marche avec toi, ça marche avec toi. Oui, mais là, maintenant, je suis rendue 6h50, c'est hot, parce qu'il n'y a plus de bar, en fait. Ah, OK, c'est pour ça. Après ça, là, je fais un petit training quand je suis hot. Ouais. Après, c'est cold call sur la route ou gestion de client. Hey, ma vie a beaucoup changé dans l'année dernière, tu vois, ce que je te dis en ce moment, ça n'a plus rapport avec ma réalité, en fait. Ah ouais? Non, parce que maintenant, j'ai une employée qui s'occupe de tout le côté de gestion, tout le geste clientèle, maintenance, répartition, shipping, etc., contrat, entente. Plus qu'il y a de l'admin. C'est vraiment une championne du monde internationale. Elle s'occupe du site web, elle fait les corrections. Championne du monde. J'avais pas ça avant. Fait que je faisais beaucoup de ça. Il fallait que je me batte pour trouver du temps pour vendre. Là, maintenant... C'est le COVID, fait que je me déplace pas, mais on fait beaucoup d'efforts pour aller reach out à des entreprises ou à des gens. Puis ma vie, c'est beaucoup de social media, puis ici. Fait que maintenant, je viens ici pas mal tous les jours. Je m'assois dans mon petit coin. C'est comme un coffee shop personnel. J'ai 12 machines, j'ai tous les cafés qui existent sur Terre. Dès que je veux faire semblant que je suis en train de travailler, je me fais un café. Je le filme, fait que ça compte pour du travail. Je le mets sur Instagram. Fait que ma vie a beaucoup changé, mais gérer les appels de service. Gérer les commandes. Où est-ce que le café est rendu? Puisque les gens, quand ils n'ont pas de café, ils capotent. Ouais. C'est une drogue, shake un peu. Mais c'est pas ça que ça s'appelle café, une pusheuse. Des fois, je dis, client commande du café le vendredi après-midi, t'appelles le lundi matin à 9h, tu dis, il est où mon café? C'est comme, OK, on va se calmer, j'arrive. Mais tu sais, il y a un besoin pour ça. Ouais. Fait que c'est ça ma journée, en fait. En ce moment, c'est du médias sociaux, de la gestion de clientèle existante, la gestion de ce que mon employé a fait, la gestion de l'équipe de techniciens qu'on a ici, gérer les machines qui sont en panne, les fuites, les choses comme ça. Puis le reste, c'est de la vente. Nice. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ben là, je sais pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. C'est ta vie. C'est ce que tu fais à longueur de journée. Ça, je rentre chez nous, je mange, je regarde la télé, je fais ma buzz avec mon chum, on joue des jeux PlayStation. On flatte nos chiens, on se couche. Fait que la balance travail-vie, quand même bonne. Oui, mais mon copain et moi, on est vraiment des workaholics fucked up, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Tu sais, comme tu vois, hier, j'ai commencé à travailler, il était comme 7h30. Puis là, j'ai arrêté, il était 5h. J'ai skippé mon dîner. Puis vers 10h, de 10h à minuit, j'ai recommencé à faire des affaires. En fait, c'est que j'ai des heartbursts créatifs, genre d'idées. Puis là, je suis comme, c'est là qu'il faut que je le fasse. Puis là, il y a des jours où je fais rien. Je comprends. J'ai décidé que j'allais suivre mon flow d'intensité. J'allais pas être déprimée quand j'étais pas à 100%, puis que quand j'étais à 150% puis que ça m'amusait, j'allais quand même le prendre, puis quand ça allait redescendre, ça allait redescendre. Je t'en parle là parce que c'est quelque chose... Avant, j'étais tout le temps déprimée de pas être la meilleure du monde puis d'être la plus active. Puis quand je suis dans des... J'appelle ça... je suis pas maniaco-dépressive, là, mais quand t'as une phase de maniaque, là, puis là, t'es comme... tu passes une semaine à travailler genre 15 heures par jour puis que tout est malade, mais il faut que tu acceptes que la semaine d'après, tu sois plus mollo. Tu peux pas te donner du jus. Tu peux pas... Tu sais, je veux dire, tu hypothèques le jus de la semaine d'après, right? Puis au lieu de toujours chercher la balance puis d'être mécontente dans l'excès ou mécontente dans mon lot, j'ai décidé de les prendre comme ils venaient. Puis de les apprivoiser. Puis en espagnol, c'est aprovechar. C'est comme prendre partie de. Fait que quand je suis slow, je fais d'autres choses. Puis je m'arrange pour faire des activités qui sont créatives, qui peuvent m'aider dans le brand puis dans le marketing. Faire des dessins. Je
fais beaucoup d'écriture aussi. Fait que je lis des affaires, je fais des cours de rhétorique. C'est con, mais le marketing, c'est de la rhétorique. Okay? Ah ouais. En passant, là, si t'es pas bon en lettres, tu peux pas être bon en marketing. Si t'es pas capable de communiquer à l'écrit, surtout pendant la COVID, qu'est-ce que tu fais si tu communiques mal à l'écrit? À qui tu parles? Ouais, c'est ça. Comment tu parles aux gens sur ton site web, sur tes médias sociaux, sur tes campagnes, sur tes pubs, sur tes ad copy? Comment, en 4 lignes en dessous d'une calice d'images sur Facebook, tu fais pour que la personne clique et dépense 50$? Ben, le petit copy qu'il y a là, clique 7 pour acheter! Non! Non, fait que ça prend beaucoup de jus de cerveau pour écrire des petites phrases punchy qui viennent chercher directement le client au cœur, qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de cliquer. Right? Ouais. Tout ça, c'est de la rhétorique. Tout ça, c'est de l'art. C'est de l'art et lettres. C'est des lettres. L'image, c'est de l'art. Fait que je m'imprègne d'art et de lettres quand que je suis pas capable. Monkey, c'est toi le meilleur ever. Qui fait un gros shout-out. Comment c'est beau, Montréal, ici dans le milieu. Y a-tu tagué? Y a-tu un tag? Ouais, il a mis son... son E. Là. Il a mis son E. Shout-out à Monkey. Shout-out, Monkey. Mes dernières questions. Parce que là, mes affaires, ça marche en phase. Puis là, dernière phase, c'est plus comme conseil, inspiration, motivation pour les jeunes, mais aussi peut-être pour les moins jeunes. Quel conseil que tu donnerais à toi-même il y a genre 7 ans? T'sais, tu te vois là, il y a 7 ans, là, puis tu te dis, tu sais, genre à 21, genre, puis tu fais comme, toi là, si tu devrais écouter ça, genre, tu devrais entendre ça parce que plus tard, ça va être dans le même. Ah, fais-toi confiance. J'ai tellement eu d'hésitations, j'écoutais tellement des conseils de plein de gens qui allaient à l'encontre de mon propre feeling, qui allaient à l'encontre de qu'est-ce que moi, je sentais qui était la bonne avenue. Puis je parle surtout d'avoir des idées folles qui sortent du cadre. Je suis vraiment rentrée dans le cadre là, avec Dinapoli, surtout au niveau du brand. Ça a bien fonctionné, là. Merci à tout, mais il y a plein de choses que maintenant, je fais comme j'aurais vraiment dû faire ça comme ça. Puis l'autre chose, c'est un meilleur conseil, celui-là. C'est d'être attentif aux trends. Comment ça? J'ai attendu que le COVID arrive pour vendre de la merde en ligne. Comme Taina, réveille. Comme dude. Right? Tout le monde. Puis c'était vraiment en ligne. Non, moi, je sais pas. C'était vraiment. Non, moi, je sais pas. Je voulais pas m'embarquer dans cette game-là. J'avais d'autres raisons, là. J'avais pas d'idée de brand. Je veux autant qu'à vendre un sac brun avec une étiquette noire, fuck that, m'en fait rien. C'est correct. Mais en réalité, j'aurais dû, il y a longtemps, très longtemps, il y a au moins 5 ans, commencer à vendre des affaires en ligne. Ça aurait été tellement mieux, ma vie, jusqu'à maintenant, tu sais. Fait que d'être attentif aux trends. Là, maintenant, je suis comme, OK, c'est quoi le next big technological thing? Pour les textos. Je me suis rentrée à fond là-dedans. Il n'y a personne qui commande par texto encore, là, ici. Là. Je veux dire, partout en Afrique, oui, c'est vraiment cool. Les gens commandent beaucoup par texto. En Europe, aussi en Amérique latine, tout est sur WhatsApp. Tu vois une pub, c'est WhatsApp. Il faut que tu écrives au numéro WhatsApp. Si on n'a pas ça. Si on ne fait pas ça. Pourquoi? Si tu ne peux pas arriver, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un trend qui va s'en venir. Puis je me suis setée pour pouvoir cater à ça. Puis j'essaye de le pousser bien gros. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai l'impression qui est avant-gardiste. Puis là, ça va être ça mon conseil, c'est de toujours être à l'affût des nouveaux trends technologiques ou J'aurais vraiment dû embarquer sur Instagram quand c'était fucking facile d'avoir des followers. Le reach était comme dans le tapis, là. Non, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais sur Facebook. Je là, quand TikTok est embarqué, j'ai levé le nez dessus pendant 1 an, mais ça m'a pris beaucoup moins de temps d'embarquer. Mais tu vois, là, je suis encore trop tard. Là, je suis pas capable d'avoir le following de la merde. Fait que c'est d'être super à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes de médias sociaux, puis d'être là dès le début. Là, tu vois, c'est LinkedIn. Il faut rentrer dans le derrière à LinkedIn parce que là, c'est trop facile. Les gens sur LinkedIn sont trop plates. Fait que tu viens avec ton mini punch sur LinkedIn, genre, wow! Fait que c'est ça mon prochain truc que je vais pas skip. Très nice. Puis si tu pouvais donner un autre conseil, mais ça serait plus à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais soit qui a peur, soit on dirait que ses parents disent comme, on fait donc quoi de plus, va à l'école ou étudie dans ça, puis fais donc un job plus secure. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? La première chose, c'est d'avoir confiance en sa capacité d'apprentissage. Mon premier conseil, c'est, OK, top. Le savoir, c'est la confiance, OK? Knowledge is confidence. Fait que le savoir, c'est la confiance. Donc, l'apprentissage, c'est la clé du savoir. Donc,
Si tu n'as pas confiance, si tu as peur, ou si tes parents te disent « là, pourquoi tu fais ça? » Tes parents, ils veulent que tu te développes, ils veulent que tu apprennes, ils veulent pas juste que tu fasses n'importe quoi qui va te mettre dans un trou financier. Ouais. Mais si tu as une démarche un peu plus académique par rapport à l'entrepreneuriat, moi, je crois que non seulement tu peux l'appliquer à ton entreprise, mais en plus, tu vas te ramasser des skills qui vont être bons sur ton marché du travail, fait qu'il n'y a absolument rien de perdu. Mais il faut le faire avec une méthodologie d'apprentissage, avec un mindset d'apprentissage. Un mindset quasiment scolaire. Moi, je suis écœurée d'entendre « J'ai pas besoin d'aller à l'école pour être entrepreneur. » Non, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être entrepreneur. C'est un esti de raccourci, par exemple. Puis si ça va pas bien, tes affaires, ben t'as ben des choses à mettre de l'avant sur le marché du travail pour te rattraper, par exemple. Fait que moi, je suggère à tous ceux qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, de lancer une entreprise, d'aller chercher de la formation plus traditionnelle dans le milieu, académique. C'est pas obligé d'être à l'université. Là, il y a 100 millions de programmes, surtout au Québec. Là, les gens, ils chialent le Québec, l'entrepreneuriat, c'est pas vrai, il y a tout de suite pour nous autres. Fait que c'est de prendre avantage de ces choses-là puis d'avoir une démarche un peu plus académique avec l'entrepreneuriat. Ça rassure, parce que le savoir, c'est la confiance. C'est avec la quote du podcast. Je pense que c'est le titre. Le savoir, c'est la confiance. Nice. Dernier. Si tu pourrais te voir, si tu pouvais, te voir dans 10 ans. Si je pourrais. Te voir dans 10 ans, où c'est que tu aimerais être? Soit personnel, soit ta brand, soit où c'est que tu voudrais être? Oh my God, j'aimerais ça être... Je veux construire un coffee empire. OK. Dans 10 ans, je me vois avec un brand par segment de café, commercial et résidentiel. Je me vois taper dans tous les segments de café, puis réutiliser tous les processus qui sont là, puis d'avoir juste un empire de café avec plein de brands qui sont parfaitement ciblés pour leur target, avec un branding génial, avec des opérations logistiques en arrière, de la technologie, du e-commerce, de l'équipement, puis la technologie dans l'équipement. Nos machines, là, on a l'air de rien de même, hein? Sont connectés sur le réseau LTE. Ils nous envoient en temps réel du data. Ah, c'est nice! Fait que là, c'est ça mon but, c'est de joindre café et data, puis de rendre ça accessible aux consommateurs puis au commerce. Pas juste, c'est genre, j'ai des machines distributrices, ça me dit qu'il faut que j'aille la refill. Là. C'est comme ça souvent que les gens ils voient ça. Non, mais comment aider ton client à utiliser ce data-là? Comment revendre ce data-là? Fait que c'est toutes les choses qui m'obsèdent, puis que dans 10 ans, j'espère avoir, maîtrisé ces choses-là pour pouvoir lancer des brands qui vendent, puis augmenter du volume, puis avoir plein de marques de café au commercial, au résidentiel, en biopod, en café en grains, et qui sait, je sais pas, sortir des cannes de nitro café, hein, je sais pas, n'importe quoi. Bon, mais j'espère que tout ça va arriver. Merci. Bien, merci à toi d'être passé mon podcast. C'est vraiment gentil. Qu'est-ce que tu veux que je tag dans la description? Je sais que ça va pas faire une immense différence, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je tag? As-tu quelque chose de particulier? Ton personal brand, ton site? Ben oui, écoute... mais tu peux plugger. Plug qu'est-ce que tu veux. Là. OK, guys, la vérité, il faut que vous essayiez mon système de dealer. OK, c'est vraiment trop cool. Fait que le numéro de téléphone... Je vais le mettre au bas de l'écran. Ah, vas-y. ça, c'est sick. Ouais. Faut que tu textes DRIP au 514-418-9030. Okay? Si tu textes DRIP à ce numéro-là, tu vas recevoir le menu, tu vas jaser avec mon runner, tu vas pouvoir passer ta commande sur mon site web weird, sécurisé, parce que personne ne va te reconnaître. Tu vas recevoir ta dose chez vous. Puis si jamais tu vas aller boire un café chez quelqu'un qui revend notre café, il faut que tu textes MTL au même numéro. Fait que MTL au 514-418-9030 ou DRIP pour commander. C'est ça qui est cool. Puis là, tu peux interagir avec notre chatbot, puis rentre dans nos processus, man, check comment c'est nice. C'est nice. C'est tellement nice. Bon, ben merci d'avoir accepté mon invitation. C'est bien gentil. Merci à toi. Je trouve que tu es un super méga podcasteur. J'ai adoré tes questions. Merci. C'est gentil. Ah, yes. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié tourner avec Taina. N'hésitez pas à aller acheter son café. Il y a une playlist Spotify, comme vous avez vu, qui est reliée à chaque sac de café, qui est extrêmement nice. Aussi, si vous avez besoin de vidéos, tous les liens vont être dans la description, mais sinon, vous pouvez aller au www.hxn.media. Et sinon, mon courriel va être dans la description aussi pour me rejoindre. Bonne fin de journée, puis au prochain podcast.